Bonjour à tous. En ce deuxième jour du salon, je suis très contente de vous retrouver sur le plateau de Semae pour ce champ des possibles de l'opinion. Et la journée, le thème de la journée est consacré à la biodiversité. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir pour en parler Philippe Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur bio. Vous êtes le vice-président de l'agence bio après en avoir été le président. Absolument. Et vous, ça fait 26 ans que vous êtes installé sur votre exploitation qui est en Lorraine et qui est une exploitation très multicarte. Vous allez nous raconter ça. Et donc, on va parler de la manière dont vous appréhendez la biodiversité, de ce que vous avez appris pendant ces 26 dernières années. Alors, racontez-nous déjà un peu à quoi ressemble votre ferme en Lorraine. Alors, ma ferme, elle ressemble... Alors déjà, je suis en GAEC, donc je travaille avec une associée, on a un salarié. Et nous avons 4 productions sur l'exploitation. Nous faisons des poules pondeuses, des grandes cultures, de la viande bovine et, j'en oublie, des pommes de terre. Voilà. C'est important, les pommes de terre. On exploite 160 hectares, donc diversité de productions qui sont complémentaires les unes des autres, puisque nous utilisons notre fumier pour fertiliser nos champs, nos fientes de volaille pour fertiliser également nos champs. Voilà, nous avons un système relativement autonome. Une belle ferme, de belle taille. Oui, absolument, absolument. Et puis on y vit relativement bien. Alors, la biodiversité. C'est un sujet absolument brûlant. On a besoin des insectes, on a besoin du vivant pour cultiver correctement et durablement. Comment vous définissez-vous la biodiversité? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, agriculteur? La biodiversité, si vous me demandez de la définir, moi, c'est l'ensemble de mon environnement, quelque part. Hein. Nous vivons au milieu d'un milieu extrêmement complexe qu'on est loin d'avoir compris complètement. Alors évidemment, on a commencé, nous qui n'avons pas d'artifice, je vais le dire comme ça, pour travailler, qui n'utilisons pas de produits de synthèse, nous sommes obligés de nous appuyer sur le vivant tel qu'il est. Et donc nous observons. Le premier travail de l'agriculture biologique, c'est d'observer ce qui se passe. Et donc de mettre en œuvre des associations de plantes, par exemple. Nous associons des plantes, des protéagineux avec des céréales, pour arriver à avoir un rendement correct. Voilà, Qu'est-ce que ces deux plantes s'apportent l'une à l'autre, les protéagineux, les céréales? Les céréales et les protéagineux, par exemple, très clairement, le protéagineux va donner une partie de son azote à la céréale. Donc là, on économise de l'engrais, on n'a pas besoin. Voilà. Donc c'est des systèmes qu'on peut utiliser parce qu'on n'utilise pas d'herbicides qui, eux, sélectionnent les plantes. Là, nous, on peut le faire. Et je pense qu'il y a une voie de recherche, là, pour le coup, extrêmement importante, d'associations de plantes. Alors peut-être, nous on en fait 2, mais peut-être que demain on en fera 3, 4, 5 différentes. Et là, pour le coup, il y a un champ d'expérimentation formidable. Je pense qu'il y a un levier de croissance, en tout cas d'amélioration des rendements en agriculture biologique par ce biais-là. C'est intéressant parce que, comment dire, vous le faites en agriculture biologique. On est en train de se rendre compte, quand on est en train de rechercher des solutions pour supprimer complètement les néonicotinoïdes sur les betteraves, que ces plants de campagne, ça va sans doute être une des pistes qui vont pouvoir permettre de sortir de l'impasse phytosanitaire sur la betterave. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça d'autres exemples de choses que vous avez, vous, expérimentées, découvertes et qui pourraient peut-être bénéficier à d'autres types de production, à d'autres systèmes pour les rendre un peu plus solides, meilleurs et plus respectueux de la biodiversité, parce que c'est quand même un objectif que tout le monde partage. On observe aussi, alors on en parle beaucoup, c'est un peu un classique, mais je reviens dessus quand même, parce que par rapport aux haies, clairement, par rapport aux végétaux, aux arbres que vous avez, on a observé notamment depuis 2017 où nous avons des sécheresses récurrentes. Oui. Clairement, moi j'observe sur mon exploitation des bandes d'une 10-15 mètres de large le long des haies qui sont beaucoup plus belles que celles qui sont au milieu du champ, clairement. Donc là, il y a quand même un effet, le fait que nous ayons des végétaux ligneux, et puis qu'entre ces végétaux ligneux, nous cultivons donc des céréales ou d'autres plantes, là nous avons un effet bénéfique. Tout simplement parce que la haie apporte une biodiversité importante en termes de végétaux. Voilà. Donc là, il y a une vraie différence. Vous voyez du blé qui fait 10 cm de plus de haut au bord de la haie, c'est visible. Voilà. Alors les haies, maintenant, c'est quand même un thème qui est bien compris globalement par la profession. On en replante un petit peu partout. Et pour ce qui concerne tous ces insectes dont vous avez besoin et la vie du sol dont vous avez besoin, les vers de terre, etc., comment est-ce qu'on combine le travail du sol, qui quand même perturbe un peu cette vie intérieure du sol, comment est-ce qu'on préserve cette biodiversité du sol tout en travaillant quand même le sol? C'est une bonne question. Effectivement, on est devant, un dilemme ou un compromis, mais en agriculture, on passe son temps à faire des compromis. Donc voilà, on est devant un compromis. On sait que moins on touche le sol et plus les choses vont bien. Le sol forestier, par exemple, pour prendre un exemple. Des petits champignons, des petits insectes, champignons. Il y a un livre formidable d'un forestier allemand que tout le monde connaît, c'est La vie secrète des arbres, qui montre bien ça. Il le fait avec poésie d'ailleurs, et ça en rajoute. En tout cas, c'est très
très bien, et on le sait très bien. Et nous, agriculteurs qui sommes, alors en agriculture biologique, nous travaillons le sol pour une question de gestion des mauvaises herbes. Et il faut qu'on trouve des compromis. Et le compromis qu'on a trouvé sur notre ferme, c'est ce qu'on appelle une charrue des chômeuses. C'est-à-dire une charrue qui ne va pas profond du tout dans le sol, qui ne va pas perturber les horizons profonds. C'est-à-dire, elle s'intéresse à la nous première couche. Nous labourons à 10 cm du sol. Voilà, on fait un travail superficiel. Donc on a le bénéfice de la charrue qui retourne la terre. Donc on enfuit un certain nombre d'adventices, donc ça désherbe, et en même temps on ne perturbe pas complètement la vie des champignons, la vie des vers de terre dans nos sols. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie des solutions qui viennent aussi du progrès technique, technologique? Parce que j'imagine que ces nouvelles machines, cette charrue des chômeuses par exemple, oui. Elle pourrait sans doute être perfectionnée, ou en tout cas évidemment. D'autres... Oui, évidemment. Évidemment que du côté du machinisme, il y a du progrès évidemment à voir. Et puis il y a aussi du côté recherche, parce que moi je m'aperçois qu'on est avec l'ensemble des gens qui réfléchissent, alors bio ou pas bio, mais qui réfléchissent à leur sol, à comment finalement tirer le meilleur bénéfice de leur sol sans le perturber vraiment. On a devant nous là aussi un champ de recherche formidable. On n'a pas tout compris au sol encore, loin de là. Ça, c'est fantastique de savoir qu'on a encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que, selon vous, l'agriculture biologique peut apporter comme mode de réflexion à l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, qui donc utilise encore des produits de synthèse, parce que il faut quand même produire, et que le modèle il est comme ça à l'instant T. Qu'est-ce que vos pratiques à vous, vos expérimentations, vos recherches peuvent apporter à vos confrères qui ne sont pas en agriculture biologique, mais qui pourraient quand même bénéficier d'un certain nombre de vos pratiques qui ont amélioré les choses, votre vie et votre exploitation? Je vais vous citer un exemple tout bête, les métailles. Les métailles, c'est un mélange de cultures. Alors, c'est plus deux cultures, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on les mélange dans le champ? On les mélange dans le champ, on sème tout ensemble, ou alors en 2 fois, en 3 fois. Maintenant, on a des semoirs qui permettent de semer en plusieurs fois. Enfin bref, on a des techniques qui permettent de le faire. Moi, j'ai des voisins qui sont éleveurs et qui sèment aujourd'hui, qui sont éleveurs conventionnels, qui ne font pas de bio, mais qui sèment des métailles. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les champs de métailles de leurs collègues éleveurs bio, dans lesquels ils mettent du pois, de l'avoine, de l'orge, du triticale, enfin un certain nombre de Et donc ça sert à quoi? On le donne à manger aux animaux? Donner à manger aux animaux. Et ça permet de s'affranchir notamment du soja, parce que vous avez une alimentation qui est plus riche en protéines qu'un simple raie gras ou un simple maïs. Donc ça permet d'améliorer ce côté-là, et donc ça fait exemple, très clairement. Et ça a des effets aussi bénéfiques, j'imagine, pour la biodiversité animale, ça? Évidemment, il y a beaucoup plus d'insectes qui s'intéressent à tout ça. Bien sûr, quand vous avez plusieurs espèces, vous mettez un protéagineux dans un champ, vous avez des abeilles, que vous n'avez pas sur une céréale. Voilà, tout simplement. Donc ça fait partie des pratiques qui peuvent se répandre assez facilement et assez... Absolument, absolument. Et je citais la charrue des chômeuses, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent se développer demain en observant, et les agriculteurs conventionnels en observant ce qu'on fait. Il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est que vous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez de l'élevage, de la grande culture sur votre exploitation, et que les deux types ces activités étaient utiles l'une à l'autre. Ça, j'imagine que ça fait aussi partie des expériences. Ramener de l'élevage à côté de la grande culture, c'est une chose qu'on a peut-être un peu oubliée et qui serait bon de repenser peut-être. Oui, il faut absolument repenser à ça. Je pense qu'on a été dans un mode agricole qui était très à standardiser l'agriculture, tout simplement pour améliorer les rendements. C'était aussi bête que ça. Donc on a eu des méthodes de ce type-là, et on s'aperçoit que le couple animal-végétal est absolument indispensable. Aujourd'hui, les territoires qui ne sont plus que des territoires où des producteurs de production végétale posent des problèmes, on le sait bien, et à contrario, en production où il n'y a que des productions animales, ça pose aussi des problèmes autres, souvent d'environnement. Donc le couple, la ferme traditionnelle de polyculture élevage a tout son intérêt, toute sa place aujourd'hui. On l'a un peu oublié, les politiques publiques l'ont un peu oublié, on peut le dire. Il y a quelque part, il faut aussi récompenser, que la puissance publique récompense les gens qui font à la fois des productions animales et des productions végétales. C'est de l'autonomie. Alors c'est compliqué, on en parle partout de l'autonomie. Quand vous êtes autonome, vous posez un problème. C'est à l'amont, notamment de l'agriculture, où si vous avez votre tas de fumier pour fertiliser vos champs, vous achetez moins d'engrais. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt général, mais ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. Il y a des expériences assez intéressantes qui se déroulent entre la Beauce et les régions comme la vôtre, la Lorraine, où on fait des échanges de la paille contre du fumier pour fertiliser les champs et utiliser moins d'engrais minéraux. C'est intéressant. C'est des choses à poursuivre. Alors, il faut se poser la question aussi des distances. On est quand même dans un monde qui s'interroge sur le carbone aujourd'hui. Donc, il faut se poser la question des distances. Dans un monde idéal, je vais le dire comme ça serait qu'à l'échelle de chaque petit territoire, nous ayons des productions animales et végétales.
l'avoir au niveau de la ferme, c'est très bien, mais on peut aussi l'imaginer à l'intérieur de petits territoires où vous avez des éleveurs qui sont complémentaires des céréaliers et réciproquement. Il y a une chose que l'agriculture biologique a remise en lumière dans l'agriculture en général, c'est le thème des rotations. Des rotations plus longues pour préserver le sol des parasites qui s'installent, des mauvaises herbes qui s'installent. Est-ce que ça, c'est une chose est-ce que ça a encore du sens? Par exemple, quand on fait des semis de métailles, comme vous me le disiez tout à l'heure, ou des semis mélangés, j'ai perdu le nom technique de vos semis mélangés de pois et de céréales. Est-ce que la rotation, c'est quelque chose qui a encore du sens dans votre optique? Nous, nos rotations, je n'ai pas donné l'exemple tout à l'heure, mais on fait 10 cultures différentes. On fait des céréales, mais on fait 10 cultures différentes. Alors, on fait 7 ans de culture. En fait, on fait 7 ans de culture, 3 ans de prairies temporaires, et on repart sur 7 ans de culture. Voilà comment on fonctionne, dans lequel on met des céréales telles le blé, le seigle, mais on met aussi des protéagineux tels les févroles, les petits pois. Voilà. On essaye d'avoir quelque chose de complémentaire pour justement ne pas favoriser telle ou telle espèce d'insecte qui va nous embêter, ou tel et tel 26, essayer de casser un petit peu ces cycles naturels. La compréhension de ces écosystèmes est absolument fondamentale. On n'est né qu'au début, je le redis encore, parce que, et là je lance un appel du pied à l'INRA qui fait déjà beaucoup d'efforts en matière de bio, mais qui peut encore en faire plus. Il y a vraiment beaucoup de recherche à la compréhension des écosystèmes. Plutôt que de comprendre la plante toute seule, la comprendre comment elle dans interagit son avec ce milieu. qu'il y a autour d'elle. C'est ça, c'est absolument essentiel. Il y a aussi une chose qui est très intéressante et que l'agriculture biologique essaye de faire, c'est de regarder ce qu'on faisait avec d'anciennes espèces. Alors elles ont parfois été abandonnées parce qu'elles n'avaient pas les qualités requises en termes de productivité, ou elles étaient sensibles à tel problème de verse qui les rendait pas très intéressantes, etc. On a laissé un peu des choses... voilà. Et parfois, on se rend compte qu'en allant chercher dans les ressources un peu anciennes, on peut trouver des caractéristiques qui intéressent l'agriculture moderne. Alors, c'est pas magique comme formule, ça demande beaucoup de travail, etc. Mais comment est-ce que on peut se servir de ce patrimoine génétique des plantes, parce que c'est ça en fait, c'est de la génétique, pour améliorer les pratiques et avoir besoin de moins de renforts de chimie, comme on le dit, quoi. Alors effectivement, les variétés anciennes ont un intérêt souvent. Je vais vous prendre un exemple tout bête, les blés anciens, parce que dans ma coopérative, on fait du blé ancien. Il y a une petite demande pour ça, et on s'aperçoit que les blés anciens sont des blés très hauts, souvent, qui ont été abandonnés parce que justement, dès qu'on y mettait un peu d'azote, ils se couchaient par terre, donc on ne pouvait plus les récolter. Donc, mais ces blés anciens, ils ont un avantage immense, c'est qu'en fait, ils étouffent toutes les autres mauvaises herbes. Ils se désherbent, je ne vais pas dire qu'ils se désherbent tout seuls, c'est pas vrai, mais en tout cas, cet effet étouffant est une qualité finalement qu'on a complètement abandonné. Mais parce qu'ils n'avaient pas les impératifs. Voilà. On peut s'en servir alors. Donc voilà, on peut se servir de ce type par exemple, de ce type de plante, mais c'est tout l'intérêt de la biodiversité. Quand on se pose la question de la biodiversité, on se dit mais à quoi ça va servir finalement toutes ces plantes? On a plein qu'on connaît pas. Mais effectivement, il y a des caractéristiques qui aujourd'hui ne sont pas mis en avant mais dont on aura besoin demain pour nos problématiques demain. C'est notre immense caisse à outils qui nous permettra demain de trouver les bons outils pour répondre à nos problématiques. Voilà. C'est vraiment intéressant parce que votre réflexion rejoint les réflexions qu'on a maintenant sur les sorties de certains produits en agriculture conventionnelle, où on se rend compte qu'il va falloir aller chercher des caractéristiques chez les betteraves ou dans d'autres types de plantes. Alors voilà, peut-être qu'on peut le faire avec des méthodes un peu. Oui, mais la nature nous offre déjà beaucoup de choses. Je vais comprendre tout ça. Mais voilà, comment est-ce que c'est intéressant aussi ce qui se passe autour des semences, de la manière dont on les obtient, etc. Oui. Comment est-ce que vous gérez vos semences? Est-ce que vous utilisez vos propres semences? Comment vous faites? Alors, on utilise une partie de nos semences, nous refaisons nos semences, comme la plupart des agriculteurs. Semences de ferme, c'est ça? Voilà, ce qu'on appelle des semences de ferme. Donc, on rappelle que c'est tout à fait possible, parce qu'il y a des légendes qui courent, on peut le faire. Absolument, c'est tout à fait possible de refaire ces semences, donc c'est ce que nous faisons. Mais nous achetons régulièrement aussi des semences pour avoir accès à de nouvelles variétés. Et sur les schémas de sélection, puisqu'on est dans l'univers de la semence, il y a vraiment à travailler de nouveaux schémas de sélection jusqu'à présent, notamment en céréales. Comme nous avions de l'azote disponible et des phytosanitaires disponibles, on ne se posait pas trop de questions en disant ces éléments-là nous permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc allez, on cherche à augmenter le rendement, ainsi de suite. Peut-être qu'il faut introduire, c'est certainement qu'il faut introduire aujourd'hui d'autres critères de sélection qui sont une limitation de l'azote, c'est-à-dire comment je peux trouver des variétés qui, avec moins d'azote, font autant. Ouais. Voilà. Comment je peux trouver des variétés qui vont être plus hautes et qui vont donc étouffer un certain nombre de mauvaises herbes, ou qui
par leurs caractéristiques. L'avoine, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'avoine est une plante qui désherbe vos champs. C'est-à-dire que l'avoine empêche la venue d'autres plantes. Elle aussi étouffe ce qui se passe autour. Voilà, sans forcément étouffer, mais en tout cas... oui, elle ne permet pas à autre chose de se développer. Voilà. Oui. Donc il y a aussi des voies de recherche qu'il faut travailler. Quelles sont finalement les variétés de blé qui vont nous permettre, qui vont être finalement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, autodésherbantes ou qui vont en tout cas gêner la croissance de plantes qu'on ne veut pas. Et par exemple, sur les pommes de terre, on sait que les pommes de terre, c'est une plante qui est susceptible d'être attaquée par le mildiou, une moisissure, que ça, c'est très difficile à contrôler. Comment est-ce que vous faites, vous, avec vos pommes de terre? Est-ce que vous vous retrouvez parfois face à des impasses aussi? Ou est-ce que là aussi, il y a de la recherche à faire? C'est une bonne question qui lie deux sujets. Je vais vous prendre l'exemple de mon exploitation. On fait beaucoup de Charlotte, la variété Charlotte que tout le monde connaît. C'est la pomme de terre chérie des Français. Voilà. Qui sert à Et tout. pourquoi on en fait? Parce que nos clients nous la demandent, tout simplement. Mais la Charlotte, elle a un problème, c'est qu'elle est très sensible au mildiou. Donc le mildiou, c'est une moisissure, en gros, on va dire, c'est une moisissure qui attaque la pomme de terre. C'est un champignon qui attaque les feuilles et qui fait qu'il n'y a plus de chlorophylle, donc les pommes de terre ne poussent plus, voilà, tout simplement. Et la recherche variétale en pommes de terre a quand même fait beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, on a des variétés type Alliance, par exemple, qui sont très résistantes au mildiou. Donc voilà, l'amélioration variétale permet justement de s'affranchir d'un certain nombre de problèmes tels le mildiou. Et en pommes de terre, c'est assez flagrant. La difficulté qu'on a, c'est qu'il faut vendre les alliances à nos clients qui veulent des Charlottes. Vous voyez? Et parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés en cuisine. Donc il faut arriver à leur faire comprendre qu'elles sont aussi bonnes que nos Charlottes, mais bon, voilà, petit sujet. Mais on a le même sujet en vigne. En vigne, on a le sujet de mildiou, évidemment, puisque les cépages cultivés en France sont tous plus ou moins sensibles au mildiou, donc posent certains problèmes. Vous avez des recherches qui ont été faites en Allemagne notamment sur ce qu'on appelle des cépages hybrides, et qui sont des cépages qui sont résistants naturellement au mildiou. Alors, ça heurte un petit peu en France parce qu'on a des AOC avec des cépages bien définis. Il ne faut surtout pas s'affranchir de ça. N'empêche qu'il y a une voie de recherche aussi de ce côté-là, de façon à ce que la vigne soit demain plus résistante au mildiou, qu'on puisse se passer d'un certain nombre de produits, y compris la bouillie bordelaise qu'on utilise entre autres en bio aussi. Oui. Il y a aussi toute cette question de la sécheresse. Vous avez mentionné tout à l'heure c'est la question des haies qui améliore un peu la situation. Il va aussi falloir aller chercher dans le cœur des plantes celles qui sont bien adaptées au manque d'eau, aux périodes où elles en ont besoin beaucoup pour croître. Oui, là c'est devant nous parce que jusqu'à présent on n'a pas trop cherché. En tout cas, on voit la France qui, je ne sais pas si elle s'aridifie, mais en tout cas on a des problèmes d'eau de plus en plus. Effectivement, il faudra aller chercher des solutions. Il faudra stocker de l'eau dans le sol. Je pense que la première des solutions quand même, c'est d'arriver à stocker de l'eau dans le sol. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le travail du sol, sur le stockage du carbone, sur tous ces éléments-là qu'il faut vraiment accentuer. Et puis effectivement, conjuguer ça avec des plantes qui sont effectivement plus sensibles à la sécheresse. Mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Quand vous avez une plante qui résiste à la sécheresse, elle a une activité chlorophyllienne qui est souvent moins importante, donc un potentiel de rendement. On ne peut pas tout demander. On ne peut pas tout avoir. Il faut quand même avoir conscience ça des limites de chaque... des limites du système. Voilà. Est-ce qu'il y a, ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites la recherche semencière devrait pouvoir nous aider sur certains types de produits, par exemple en agriculture biologique? Est-ce qu'il y a des choses dont vous sentez qu'elle manque un peu à votre palette pour l'instant et que vous attendriez de voir se développer pour répondre mieux aux besoins? Je crois que c'est surtout les critères dans les schémas de sélection, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a besoin de blé, on a besoin d'orge, on a besoin de protéagineux, ainsi de suite. Et je pense que la recherche semencière, je pense aux protéagineux, par exemple, qui est quand même un secteur où les semenciers n'ont pas fait beaucoup de travail. Parce que ça commence. Voilà, ça commence, tant mieux. J'espère qu'ils vont accentuer. Mais là, il y a une recherche variétale forte à faire sur les protéagineux pour qu'on puisse avoir une palette de protéagineux. Il n'y a pas de protéagineux miracle. On pense tous au soja, mais on sait très bien que le soja, en conditions sèches, très adapté à nos climats. Voilà, alors il peut l'être. Quand il n'est pas irrigué, il pose des problèmes. Quand il fait très sec, enfin bref. Il faut qu'on ait une palette de protéagineux. On ne l'a pas. Les semenciers ont quand même ont un travail à faire pour pouvoir nous proposer un certain nombre de variétés de petits pois, de févrole, de soja, d'eau et d'autres qu'on puisse utiliser. Pour nous et pour les animaux. Absolument. Merci Philippe Henry, merci beaucoup de cette réflexion autour de la biodiversité. C'était vraiment intéressant et c'est intéressant de savoir que tous ces mondes peuvent se fertiliser. C'était vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vous retrouve demain sur ce plateau et je vous souhaite une très bonne journée au Salon de l'Agriculture. On regarde, il y a une pause.
Merci.